Bonjour les amis, bienvenue au Mont Saint-Michel. Vous l'avez bien sûr reconnu derrière moi, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous l'avez déjà visité ou vous rêvez de le visiter. Alors, je vous rappelle, je m'appelle Frédéric Lévineau, je suis grand reporter au Point et cette semaine, c'est un spécial petit cadeau pour vous. Nous sommes au Mont Saint-Michel. Alors, je suis en présence de Xavier Bailly. Bonjour. Bonjour Frédéric. Xavier Bailly est l'administrateur de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Ce qui veut dire qu'il va nous raconter l'histoire du mont, mais vous pouvez l'interrompre à tout moment, vous devez même l'interrompre pour lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, nous allons commencer par l'histoire. Donc, ce Mont Saint-Michel, à partir de quand a-t-il été habité, ou du moins habité par au départ, je pense que c'était des anachorètes, c'est bien ça? Voilà, alors vous allez nous expliquer ça. Alors, le Mont Saint-Michel, c'est d'abord et avant tout un rocher absolument singulier, je crois que le mot est faible, vraiment étrange, extraordinaire, qui a probablement fasciné l'humanité depuis la nuit des temps. Donc effectivement, on parle de premiers ermites ayant ici fait le choix d'une vie isolée, en milieu maritime, sur un îlot rocheux, dont on voit la silhouette encore aujourd'hui. Parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la région de cette taille. De cette taille-là, non, mais en réalité, il y a 3 pitons rocheux granitiques qui ont surgi dans ce paysage marqué par les marées les plus spectaculaires d'Europe. Ce sont bien sûr le mont Dol, Tombelaine, le petit îlot situé au nord du Mont Saint-Michel, et le Mont Saint-Michel lui-même, qui autrefois s'appelait le Mont Tombe. Pourquoi le mot tombe? Il y avait une tombe là? Ah non, mais c'est parce que c'est en mémoire d'un mot qui signifie tumulus, hauteur. Cela nous renvoie à la forme presque pyramidale de ce rocher dont les légendes disent qu'il est tombé du ciel, alors qu'en réalité, il correspond au mouvement hercynien d'il y a 560 millions d'années. Très bien. Alors, il faut dire que donc il y a des hommes qui se sont installés là, sur ce rocher, et même on peut dire que à une certaine époque, la mer était plus basse, donc ici, entre le Mont Saint-Michel et le continent, il y avait peut-être des marais, des forêts. En tout cas, les premiers témoignages de présence humaine remontent à quand? Là, ceux que nous connaissons aujourd'hui sont ceux qui remontent à une période dont on voit les conséquences par la silhouette architecturale du Mont Saint-Michel. C'est bien sûr le 8e siècle, et un miracle qui n'est autre que le songe d'Aubert, évêque d'Avranches, qui va recevoir la visite d'un personnage éminemment célèbre ici, puisqu'il s'agit quand même de Saint-Michel. Très bien. Alors, je ne sais pas, je vous rappelle que vous avez le devoir de poser des questions sur le Mont Saint-Michel. Je suis sûr quand même que vous ne savez pas tout sur le Mont Saint-Michel. Alors, on va commencer donc en l'an 708, c'est à cette époque que l'évêque d'Avranches, donc soi-disant motivé par l'archange Saint-Michel, c'est bien ça, va commencer à construire un oratoire ici. Et cet oratoire, il y a encore des vestiges de cet oratoire à l'intérieur du Mont Saint-Michel. Oui, l'épopée, j'ai presque envie de dire, cette espèce d'aventure architecturale commence par un premier sanctuaire. Vous l'avez évoqué, ce premier sanctuaire, c'est celui construit par Aubert. Après ce songe, c'est la révélatio ecclesiae sancti Michaeli, c'est-à-dire la révélation de la présence de Saint-Michel dans le rêve que Aubert va vivre en grandeur nature, et d'autant plus, je dirais, marquant pour lui, qu'il en sort avec un trou dans le crâne. Donc nous avons là un miracle qui atteste de la force de la présence de Saint-Michel, mais aussi de cet ancrage architectural d'un premier sanctuaire que l'on situe sur le côté ouest du rocher, pas tout à fait sur son sommet, et dont effectivement la mémoire est conservée par l'architecture d'une crypte souterraine sous l'abbaye d'aujourd'hui, Notre-Dame sous terre. C'est ça, parce que nous avons une question, bravo. Alors, Fatima demande, est-ce que vous constatez une montée du niveau de la mer consécutive au réchauffement climatique? Ouh là là, c'est qui? C'est Fatima? Fatima, écoute Fatima, ici, on est en train de discuter d'histoire, de beauté, et toi, tu nous ramènes à des questions prosaïques. Alors, Xavier, est-ce que ici, la mer monte?
Alors, je crois que la question est tout à fait fondée. Elle préoccupe d'ailleurs la totalité des experts qui travaillent sur le sujet du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, mais elle préoccupe aussi les élus locaux, les habitants, puisqu'on sait que la montée des eaux va présenter une menace pour l'environnement immédiat de cette baie, dont on sait que pour partie, elle a été poldérisée. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il est clair, et ça, Fatima doit en être convaincue, que la question du réchauffement climatique... Eh bien, Fatima, soyez assurée que votre question est une question qui est tout à fait d'actualité et que, effectivement, alors même qu'en ce moment, les élus locaux, les acteurs du territoire se préoccupent d'un plan paysage et des conséquences que cela aura pour cette baie du Mont-Saint-Michel, parce que cette baie du Mont-Saint-Michel a une particularité, c'est que nous sommes ici en plein patrimoine mondial de l'UNESCO. En 1979, l'État français proposait à l'UNESCO d'inscrire le Mont-Saint-Michel et sa baie, et que donc toutes les questions liées à l'environnement, à la préservation de cet environnement, mais aussi de ce patrimoine exceptionnel, historique et monumental, font l'objet d'une surveillance particulièrement attentive. Alors, je retire ce que j'ai dit, Fatima, c'était une excellente question. Est-ce que nous avons une autre question? Alors, il y a Eddy qui demande « Depuis quel siècle cette abbaye existe-t-elle? Y a-t-il un événement historique lié à cet édifice ?» Alors, on va reprendre. Donc, en 708, un premier oratoire. Oui. Ensuite, il va avoir un premier rétablissement, une première église vers la moitié du Xe siècle. C'est bien ça? Ah oui, mais je pense que l'événement qui est souligné par Eddy, et là aussi c'est une excellente question, l'événement, c'est le miracle d'Aubert, c'est le point de départ de la présence chrétienne et de l'ancrage de Saint-Michel ici sur ce rocher. Mais le deuxième événement, c'est la fondation d'une abbaye bénédictine en 966, il y a plus de 1000 ans. Abbaye bénédictine qui va marquer de son empreinte jusqu'à la Révolution française ce rocher, avec une architecture qui domine complètement le paysage que nous avons ici derrière nous, à savoir l'abbaye qui couronne de son ensemble, c'est quand même plus de 20 salles, un ensemble architectural roman, gothique, exceptionnel, qui domine un village et le rocher que l'on connaît aujourd'hui. Alors l'abbatiale, c'est l'église abbatiale que nous voyons ici au sommet, elle date de quand? L'édifice, dans sa forme romane la plus accomplie, est engagé à partir de 1023, c'est-à-dire le début du XIe siècle. Donc on peut considérer qu'il y a là les étapes, si on les rappelle, 8e siècle, 708, le miracle, 709, la consécration du sanctuaire d'Aubert, 10e siècle, 966, fondation d'une abbaye bénédictine par le duc de Normandie, qui estimait que les premiers chanoines devaient être encadrés par une règle un peu plus stricte, et puis ensuite la construction de l'abbaye romane, dont on voit la silhouette de l'église transformée par la suite, qui est construite, elle, à partir du début du XIe siècle. Alors effectivement, une question. Bravo les enfants. Bruno demande combien de temps est-ce qu'il a fallu pour construire toute cette abbaye? Un certain temps. Alors, si l'on considère que on parle d'enveloppement, Eddy, sur ce rocher. Cet enveloppement commence au 8e siècle et il s'achève, j'ai presque envie de dire, au début du 20e siècle, parce que la flèche, par exemple, que l'on voit et qui participe à la silhouette tout à fait singulière de ce monument, de ce rocher, de ce village, qui s'inscrit dans un triangle isocèle que l'on peut reconnaître presque à main levée d'un trait de plume, la flèche, c'est l'extrême fin du 19e siècle. Donc, on peut considérer que, ça c'est une certitude, le Mont Saint-Michel, c'est 1300 ans d'histoire architecturale, mais que cette architecture se compose du 8e siècle jusqu'au début du 20e siècle, qui correspond surtout aux grandes restaurations de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oui, parce que l'abbaye du Mont-Saint-Michel, en fait, il y a, on peut dire, deux grosses parties. Il y a l'abbatiale, l'église romane qui a été très transformée, qui a subi quelques dommages, quelques effondrements. Le chœur a été reconstruit de façon au XVIe siècle selon un style gothique. Mais en tout cas, il y a l'abbatiale et puis il y a ce qu'on appelle la merveille. Ce sont les bâtiments qui accueillaient ou bien les chevaliers, les pèlerins et qui datent du XIIIe siècle. C'est bien ça ?
Oui, parce que là on a, et ça je crois que à l'image vous devez parfaitement voir que nous sommes ici sur le versant sud du Mont Saint-Michel. Traditionnellement, les pèlerins contournaient toute la baie par Avranches, ici à l'est, et arrivaient de l'autre côté par le nord. Il se produit un événement, c'est un événement historique, au tout début du XIIIe siècle, Philippe Auguste, roi de France, rattache la Normandie au royaume de France. Ça se fait à la faveur d'un certain nombre de batailles. Le Mont Saint-Michel est en partie détruit. Il y a donc nécessité de reconstruire une partie des bâtiments abbatiaux, et cette reconstruction est l'occasion pour la communauté monastique de construire un bâtiment très spectaculaire, mais qui ne se voit pas de ce côté-ci. Il faut arriver par le côté nord, c'est ce que font les marcheurs lorsqu'ils viennent de l'autre côté, qu'ils traversent la baie. Ils voient cet immense bâtiment qui est un peu comme un gratte-ciel du XIIIe siècle, marque de son empreinte le versant nord du rocher. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment qui correspond bien sûr, comme vous l'avez dit Frédéric, à la reconstruction de l'abbaye, mais correspond aussi à l'assemblage d'un certain nombre de salles. Il y a 6 espaces d'exception construits au début du XIIIe siècle, que sont l'aumônerie, le cellier, la salle des hôtes, la salle des chevaliers, ancien scriptorium, réfectoire des moines, et le cloître, qui, dans un même élan de cet art gothique du début du XIIIe siècle, constitue le plus bel ensemble monastique jamais construit en Europe. Qu'est-ce qu'il parle bien, hein? Et puis il vend un peu son Mont Saint-Michel. Alors il y a encore une question, mais avant je voulais dire que effectivement le cloître est au sommet de ce bâtiment qu'on appelle la Merveille et est au niveau à peu près de l'abbatiale. Alors nous avons encore une question, très bien les enfants. Est-ce qu'il y a un nom pour l'architecte de l'abbaye? Je ne sais pas, nous allons poser la question à Xavier, s'il ne répond pas, on verra. Il n'y a pas vraiment de nom d'architecte ou de maître d'œuvre qui nous soit parvenu. On a un certain nombre de noms qui sont bien sûr ceux des pères abbés qui ont participé à la construction et aux transformations. Ici, l'abbé Ranulf pour la construction de l'église abbatiale romane. Ici, Raoul des Îles pour la reconstruction du cloître et de la Merveille. J'insiste d'ailleurs pour dire que lorsque l'on parle de la Merveille de l'Occident, on ne parle pas du Mont Saint-Michel. On ne parle pas de l'abbaye du Mont Saint-Michel, mais bien de ce bâtiment situé côté nord et qui est vraiment un chef-d'œuvre de l'art gothique. Donc, effectivement, ce sont plus les noms des décideurs, des commanditaires, que ceux des maîtres d'œuvre qui nous sont parvenus. Très bien. Et il faut visiter quand le Mont Saint-Michel? Quelle est la meilleure époque? J'ai presque envie de vous dire, Frédéric, que vous avez bien choisi votre date. Regardez, il fait un temps magnifique. Je ne saurais dire que le Mont Saint-Michel est trop visité, mais c'est vrai qu'en juillet et août, il y a énormément de monde et qu'il faut accepter voilà, la présence du monde entier. Le monde entier visite le Mont Saint-Michel, mais la basse saison, d'octobre à avril, vraiment le Mont Saint-Michel, c'est d'abord une baie tout à fait exceptionnelle, je l'ai dit, avec un paysage remarquable, mais c'est aussi un climat particulièrement doux. Pensez que sur le Mont Saint-Michel, il y a des lauriers roses. Donc autant dire que, ma foi, il y a toujours ici en Normandie, et nous sommes proches de la Bretagne, je dirais ici aux confins de la Normandie et de la Bretagne. Ne vous fâchez pas. On bénéficie d'un climat particulièrement favorable et que en toute saison, mais particulièrement lorsque l'on a ces beaux soleils rasants, l'on a des occasions de visiter le Mont Saint-Michel puisque l'abbaye est ouverte toute l'année, 362 jours, 7 jours sur 7 et de 9h30 à 17h en basse saison. Très bien. Alors, je voulais simplement insister sur une dernière petite chose, c'est que, comme vous voyez, l'abbatiale qui est là-haut a été plantée sur le sommet du rocher. Donc, il s'est posé un problème parce que sous les transepts ou sous le chœur ou sous la façade, il y avait un vide. Donc, il a fallu combler ces vides. Alors, vous avez parfaitement résumé l'enjeu, le défi architectural du Mont Saint-Michel, Frédéric, c'est vraiment comment réussir à poser une église dont on envisage de la construire sur 80 mètres de long, au début du XIe siècle, sur la pointe d'un rocher. C'est comment envelopper la pointe du rocher de volumes architecturaux, en l'occurrence ce sont des cryptes,
qui vont permettre d'avoir une grande plateforme qui correspond à gauche, on la voit, c'est la longue toiture, c'est la nef. À droite de la tour de la croisée, le chœur, bien sûr, et de chaque côté, devant la tour et à l'arrière de la tour, les deux bras du transept. Donc un plan en croix latine. Et par correspondant à cette croix latine, vous l'avez dit, 4 volumes, ce sont 4 cryptes. En réalité, pour être tout à fait exact, je devrais plutôt dire qu'il y a 3 cryptes et l'ancienne église du Xe siècle qui est maintenue sous la nef et que l'on peut encore visiter en visite-conférence. En visite-conférence, c'est-à-dire il va falloir que vous réserviez votre passage pour aller voir cette église de Notre-Dame-sous-Terre qui est normalement fermée. Alors je vous rappelle, avant de terminer, que nous sommes en compagnie de Xavier Bailly, qui est l'administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui est sous la dépendance du Centre des Monuments Nationaux. Absolument. Je veux dire aussi que nous sommes en train de tourner aujourd'hui un beau petit documentaire consacré à tout ce que nous venons de vous expliquer. On verra exactement toutes les cryptes. Sans doute ce documentaire sera diffusé sur notre site juste avant Noël. Avant de partir, j'aimerais bien donner quelques conseils. Si vous venez au Mont-Saint-Michel, emmenez vos sandwichs, hein, parce que c'est très cher et c'est pas très bon. La mère Poularde, c'est... Je dis ça pas sous le contrôle de notre ami qui va être gêné, mais la mère Poularde, elle a acheté tous les hôtels, tous les restaurants, c'est partout pareil. C'est pas bon. L'omelette de la mère Poularde, vous pouvez vous en passer. Ensuite, si vous voulez dormir dans le Mont-Saint-Michel, il y a pas mal d'hôtels, mais prenez pas une chambre sur la rue principale, parce que dès 5 heures du matin, il y a tous les trolleys qui viennent approvisionner les boutiques, et ça fait beaucoup de bruit. Alors, à moins d'être comme moi un peu sourd, vous dormirez mal le matin, mais en échange, vous avez un paysage merveilleux. Voilà, je vous remercie, vous avez posé suffisamment de questions. À très bientôt les amis. Au revoir Xavier. Au revoir Frédéric et merci de votre venue. Voilà, ils vont être contents. Quel beau. Bon, chers amis, ce qu'on va faire là, on va vous relaisser à vos obligations.